Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendance de Fonds et c'est avec grand plaisir que je retrouve aujourd'hui sur le plateau Brice Prunas, gérant chez Oddo BHF Asset Management. Bonjour Brice. Bonjour Laurent. Alors, ensemble, on se retrouve pour parler de ce fonds Oddo BHF Artificial Intelligence, un fonds lancé en 2018 déjà et que vous co-gérez avec Maxence Radjabi. Alors, on va tout dire, la philosophie d'investissement, les grands principes de ce fonds, mais avant, j'ai besoin de vous, Brice, pour une petite explication de texte sur ce qui s'est passé cet été, parce que les valeurs du secteur IA ont été chahutées, on a évoqué pas mal de choses, on a évoqué des perspectives moins bonnes de l'économie américaine, on a même parlé des conséquences inattendues du relèvement des taux de la Banque du Japon, et là les gens qui nous regardent se disent, oula, c'est quand même très loin de notre sujet. Est-ce qu'on peut avoir votre explication d'expert sur ce qui s'est passé durant ce mois d'août ? Alors en effet Laurent, cet été on a eu un retour de la volatilité sur les marchés d'actions monde et plusieurs phénomènes se sont télescopés. D'abord des craintes sur la santé de l'économie américaine avec à la fois des chiffres de l'emploi, des chiffres aussi des indices manufacturiers et des ISM donc qui n'étaient pas très bons. Et par la suite ces craintes ont été un peu invalidées par des meilleurs chiffres de consommation. Ça c'est pour la partie américaine. Pour la partie Japon, on a assisté à la fin du carry trade, qui est d'ailleurs peut-être pas terminé. Donc le carry trade, simplement, c'est emprunter dans une devise bon marché, le yen, pour réinvestir dans une devise plus forte, le dollar. Et ces investissements en dollars, ils ne se font pas sur des trésoreries, mais bien sur des actions américaines de type Nvidia. Et avec le gouverneur de la Banque du Japon qui a remonté ses taux, donc le yen s'est renchéri. Donc ce carry trade n'était ça plus fonctionnait moins bien tout de suite. Ça fonctionnait exactement moins bien et il n'est pas certain qu'on soit sorti de ce problème un peu tactique. D'accord. D'autres problèmes aussi, d'autres géopolitiques, élections américaines ont aussi perturbé la mise. Alors oui, d'ailleurs, on voit que les valeurs ont bien remonté, donc presque un épiphénomène. On va revenir sur le sujet de l'IA et je me souviens, parce que vous êtes déjà venu sur ce plateau, lors de notre dernier échange, c'était il y a un an, vous aviez évoqué, je vous cite, un mouvement tectonique pour parler de l'influence de l'intelligence artificielle sur l'économie. Et bien justement, quelles vont être, selon vous, les conséquences les plus marquantes de cette révolution IA dans les 5-10 années à venir ? Alors, d'abord, Laurent, je persiste sur le mot mouvement tectonique, en effet, puisqu'en fait, l'intelligence artificielle va avoir des conséquences sur nos vies personnelles et professionnelles d'une grande ampleur, à mon sens. D'abord, sur le plan économique des entreprises, ça va être la productivité. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir, la productivité à tous les niveaux. Et sur nos plans personnels, sur le plan sociétal, on va avoir des implications majeures. Je vous prends quelques exemples. L'éducation. Aujourd'hui, avec les outils d'IA génératifs que nous avons, la propagation de toutes les formes d'éducation entraîne sans doute la question de la réforme de l'école. Est-ce que l'école existera en tant que telle, encore sous cette forme-là, dans les 10 prochaines années ? Autre exemple, le vieillissement. La quête de cette IA aussi, c'est que la biologie rencontre l'IT, les algorithmes, pour reformer des tissus organiques avec des matières inertes et lutter contre le vieillissement, reconstruire le corps humain. Je vais même aller plus loin. Je suis à peu près persuadé qu'on va battre le cancer avec de l'IA, en particulier des tumeurs solides où l'imagerie marche très bien avec des algorithmes. Et sur lequel, à date, on n'a pas forcément beaucoup de solutions pour certaines d'entre elles. Absolument. Bon, donc des sujets qui sont assez révolutionnaires, vous l'avez dit. Et si je vous ai posé cette question, c'est parce que ces perspectives, on les devine, mais plus près de nous, on est tous un petit peu, nous les observateurs des marchés, focalisés sur Nvidia, qui polarise l'attention de tout le monde. Alors le groupe, il a publié récemment ses résultats. Il pèse désormais plus de 3 000 milliards de dollars de capitalisation. Oui, mais est-ce que ce n'est pas finalement l'arbre qui cache la forêt IA ? Est-ce qu'on ne donne pas trop d'importance à Nvidia ? Alors, en fait, les choses doivent s'analyser de manière séquentielle. L'intelligence artificielle en bourse, ça date à peu près de l'engouement du début de l'année 2023. Et en fait, ça fait donc 18-20 mois qu'on est dans la phase de construction de l'infrastructure de l'intelligence artificielle. Et c'est essentiellement le phénomène Nvidia. Et ce qui est sous-jacent à cette vision, c'est la loi du scaling. C'est-à-dire que plus on va augmenter le nombre de paramètres sur un modèle, plus on va avoir on va se rapprocher du cerveau humain, on va avoir des résultats logiques et des sauts quantiques dans les progrès de ces outils. Et c'est ça qui sous-tend la vision des 4 gros clients de Nvidia, Microsoft, Google, Meta et Amazon, qui veulent à aucun prix
perdent cette bataille parce que c'est le plus grand mouvement tectonique de leur vie d'entreprise à eux. Et s'ils le perdent, s'ils le ratent, ça aura des implications. Donc, ils préfèrent surinvestir que sous-investir. Et donc, ce phénomène d'infrastructure, on le voit très bien dans les GPU de NVIDIA, mais on va le voir aussi de manière dérivée dans les entreprises de stockage, dans les entreprises de réseau. Et ce que je voudrais juste vous dire, c'est que cette construction de l'infrastructure, elle a aucune raison de s'arrêter quand on comprend le projet des 4 gros clients, quand on comprend le projet des États en termes d'IA souveraine, etc. Mais même si elle n'a aucune raison de s'arrêter, ce n'est que la phase émergée d'un iceberg qui est l'intelligence artificielle. Puisqu'une fois qu'on aura construit l'infrastructure, on va avoir toutes les applications, avec des implications économiques, sociétales, écologiques, et j'ai même envie de vous dire, Laurent, civilisationnelles, parce que c'est notre civilisation d'Homo sapiens qui est en jeu là. Voilà. Bon, effectivement, des perspectives assez incroyables. Justement, passer cette première vague de fournisseurs, vous l'avez dit, de puces d'infrastructures, c'est quand même un petit peu des constructeurs de routes finalement. Qui va rouler sur ces routes? Quels seraient les secteurs qui vont être capables, selon vous, Brice, finalement, de matérialiser le plus rapidement en croissance, mais aussi en bénéfice, parce que c'est ce qui nous intéresse également, l'apport de l'intelligence artificielle? Très bien. Donc en fait, il faut comprendre qu'avec ce qu'on est en train de vivre, le coût marginal de l'intelligence est en train de tendre vers zéro. Donc c'est une vraie automatisation des cols blancs avec de nombreuses fonctions de l'entreprise qui vont pouvoir être automatisées. Pensez à toutes les formes d'assistants, d'assistanat dans les fonctions de col blanc. Eh bien, beaucoup de choses vont pouvoir être automatisées. Et si j'en arrive maintenant plus précisément à votre question des secteurs, il faut penser aux secteurs intensifs en données. D'abord, nous, depuis le premier jour, on a pensé qu'un de ces secteurs, c'était la santé. La santé, puisque les données du corps humain, c'est la plus grande base de données au monde. Donc, je vous donne quelques exemples. Dans l'industrie pharmaceutique, on va sans doute développer des médicaments beaucoup plus vite grâce à l'intelligence artificielle. On va sans doute trouver des médicaments sur lesquels on ne trouvait pas de solutions aujourd'hui, grâce notamment aux corrélations non linéaires qui sont l'histoire du médicament. Dans les domaines des medtech, on va utiliser beaucoup de patrons de medtech. Aujourd'hui, vous disent que la chose la plus importante pour eux, c'est l'IA. Dans les domaines de sciences de la vie, on voit des sociétés de diagnostic, de diagnostic même anticipatif, d'imagerie qui utilisent beaucoup l'IA. Donc c'est vraiment partout, jusqu'aux assurances de santé. Ensuite, il faut penser à la voiture autonome qui repose totalement sur des algorithmes, que ce soit Tesla, que ce soit Google. Il faut penser aux sociétés de consommation qui anticipent déjà depuis des années avec le big data nos aspirations. Il faut penser au manufacturing qui va se réformer, donc l'industrie avec des robots humanoïdes par exemple, qui sont ces nouvelles forces de travail corvéables à merci, qui ne prendront pas de vacances et j'en passe et des meilleurs. Donc vraiment, ça va être une vague de fond qui va toucher beaucoup de secteurs riches en données. Bon, ça ressemble à un roman de science-fiction et en même temps, on a l'impression que c'est effectivement tout proche de nous. On aime bien citer quelques sociétés dans Tendance de fond, quelques sociétés que vous avez dans le fond. La dernière fois, justement, pour Odoo BHF Artificial Intelligence, vous aviez évoqué la financière, MSCI en français, ou encore la MedTech Intuitive Surgical. J'invite d'ailleurs les gens qui souhaitent à revoir cette première vidéo qu'on a mis en lien. Est-ce que vous pouvez partager d'autres noms avec nous? Ou, tiens, est-ce que ça fait peut-être aussi partie des secrets de fabrication pour pouvoir se démarquer? Pour le dire un peu poétiquement, qu'est-ce qui vous accroche des étoiles dans les yeux, Brice? En fait, nous sommes un fonds de conviction. On aime investir dans des sociétés qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour créer un avantage compétitif, ou investir dans les sociétés où on voit que l'IA va transformer leur business model et accélérer leur création de valeur. Et donc, effectivement, on peut aller dans beaucoup de secteurs, en particulier des secteurs riches en données. On aime la technologie. Au risque de se perdre peut-être. On aime la santé, au risque de se perdre effectivement. Mais je vais vous donner quelques pistes qui nous ont particulièrement excités ces derniers temps. D'abord, une partie de la robotique qui va aller vers le robot humanoïde. Ça nous semble extrêmement important de manière séculaire. Et dans la santé innovante sont aussi des endroits où on travaille beaucoup en ce moment sur la rencontre entre la biologie et l'IT, sur la rencontre entre l'algorithme et le corps humain. Bon, voilà, tant de thématiques passionnantes. Je me souviens que de l'IA, justement, il y en a aussi dans votre processus de sélection des sociétés.
mais c'est aussi le travail d'équipe, et notamment celui du binôme, là pour le coup 100% humain, que vous formez avec Maxence Radjabi depuis 6 ans. C'est un avantage, finalement, ce binôme pour partager les points de vue, les réflexions sur un thème, on l'a dit, aussi vaste et complexe, dans lequel il peut être facile de se perdre. C'est plus qu'un avantage, Laurent, je pense que c'est une nécessité. Notre travail de gérant, d'abord, il est global, donc il faut regarder plusieurs continents, plusieurs secteurs, mais il faut aussi sans arrêt être sur la pensée séculaire. Où va l'IA? Et donc, dans notre process d'investissement depuis le premier jour, il y a des outils performants de type machine learning, de type modèle multifactoriel, mais il y a surtout une décision qui est toujours supportée par 2 gérants avec des profils complémentaires. Moi, j'ai une expérience de 25 ans sur les marchés financiers avec un tissu depuis le premier jour d'analyste technologie, tandis que Maxence, lui, qui est centralien, apporte toute la complexité de la gestion du risque dans le processus et aussi la compréhension de l'IA par sa formation. Et donc, nos échanges nos décisions sont vraiment supportées à 2. Et on a recruté depuis quelques mois une analyste chinoise qui nous apporte une compréhension de ce qui se passe aussi en dehors des États-Unis qui est très appréciable et sur certains secteurs. Pour les gens qui nous regardent, qui ont écouté attentivement les perspectives que vous avez évoquées, qui sont effectivement assez révolutionnaire. Est-ce qu'aujourd'hui, un particulier peut se dire qu'il est encore possible de passer à côté de l'IA en tant que thématique d'investissement? Est-ce qu'on peut faire sans, même si j'ai déjà une idée de la réponse? Sûrement pas. Ouais. Non, vous l'avez compris, c'est absolument essentiel. Moi, je vous dirais qu'on a tendance à surestimer ce qui va se passer dans les 12 prochains mois, mais à sous-estimer ce qui va se passer dans les 5-10 prochaines années. Et le sujet dont je suis en train de vous parler, vous voyez bien qu'il a des conséquences économiques majeures. Ça va être la productivité, donc cette création de valeur économique qui va se traduire en création de valeur boursière, sociétale. On en a parlé tout à l'heure avec l'école, avec le vieillissement, avec le cancer, écologique, parce que l'IA sera une solution pour régler les problèmes de la planète. Et j'ai envie de vous dire aussi civilisationnel. C'est notre civilisation qui est en jeu, c'est beaucoup de choses qui arrivent dans les prochaines années et je pense que c'est essentiel d'être dedans aujourd'hui parce qu'il va y avoir beaucoup de création de valeur et dont on sous-estime même les applications. Beaucoup de création de valeur, voilà, nous n'en sommes qu'au début de cette révolution IA, même si ce ne sont pas encore des robots humanoïdes qui sont sur ce plateau. Pour en parler, merci en tout cas Brice pour cette présentation inspirante de ce fonds. Je rappelle son nom, Odo BHF Artificial Intelligence. Merci Brice. Merci Laurent. Tendance de fond, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.